Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. Marisol Touraine ne sera pas candidate aux prochaines élections départementales. La ministre de la Santé, conseillère générale sortante, se livre dans une interview exclusive dans la Nouvelle République demain, extrait dans ce journal. 1,5% de hausse de la fiscalité sur le foncier bâti. Le Conseil général d'Indre-et-Loire prépare son budget 2015. Les élus étaient réunis ce matin. Et puis c'est parti pour Ferme Expo. Jusqu'à dimanche, plus de 600 animaux au Parc Expo de Tours. Nous retrouvons Anaïs Michaud qui est sur place. Elle nous fera vivre cette première journée dans la plus grande ferme de la région Centre. Marisol Touraine ne sera pas candidate aux prochaines élections départementales. Elle le dit dans une interview à paraître demain chez nos confrères de la Nouvelle République. Décision qu'elle dit avoir prise avec un pincement au cœur. Une décision qui a mûri progressivement depuis qu'elle a passé le relais à Frédéric Thomas, présenté comme son successeur et non son remplaçant. Positivisme du côté de la ministre de la Santé qui reste officiellement confiante pour mars prochain en défendant le bilan du Conseil général. Quant à son avenir politique, l'ex-députée du Lochois indique qu'elle restera aux côtés des Tourangeaux et des habitants de la région Centre, mais elle reste floue sur les conditions de son engagement. Hier, on apprenait que Claude Roiron ne repartait pas non plus aux prochaines élections départementales en Indre-et-Loire. Claude Roiron qui était présente ce matin au Conseil général pour la session consacrée aux orientations budgétaires. Et vous allez l'entendre, elle garde toujours son franc-parler. Elle règle même ses comptes avec le président Frédéric Thomas. Leurs deux cantons ne feront désormais plus qu'un. Non, je ne suis pas candidate sur mon propre canton. J'ai indiqué que je ne souhaitais pas faire un attelage avec Frédéric Thomas. Je ne me reconnais pas dans la politique qui est menée soi-disant au nom de la gauche ici, donc depuis 3 années. Donc moi je suis une personne franche et honnête et sincère. Je reste habitée à Tours-Nord, tout le monde le sait, on me voit sur le marché le samedi matin, il n'y a pas de souci. Je pense aussi que j'ai servi le département le mieux possible. J'ai fait le mieux possible pour faire reconnaître l'identité départementale de l'Indre-et-Loire, de la Touraine, faire vivre Tours-Nord. Je ne me représenterai pas à l'élection au Conseil général à Tours-Nord. Ce qui ne veut pas dire que je suis à la retraite politique. Claude Roiron revient de Normandie et du Nord pour donner des leçons, ce qu'elle sait toujours très bien faire. Simplement, elle ne nuit pas simplement à Frédéric Thomas, parce que l'avenir de Frédéric Thomas, c'est pas ça ce qui est essentiel. Mais plus gravement, elle nuit à la gauche, et à la gauche départementale, et pour moi c'est quelque chose d'inacceptable. Claude Roiron qui se retire de son canton, Frédéric Thomas, socialiste, est donc affaibli. Une chance pour la droite et le centre, encore faut-il ne pas partir divisé. On écoute Pierre Lehaut, chef de l'opposition au Conseil général, il est au micro de Sabrina Meloult. Tours-Nord, ça fait partie des cantons où le départ de Claude Roiron, qui était bien implanté, fait que les cartes vont être rebattues. Aujourd'hui, il y a des candidats à la candidature, et à l'UMP, et à l'UDI, et quelquefois plusieurs candidats à l'intérieur de la même partie. Il revient un peu au maire de Tours et au président de l'agglo de régler ces problèmes, qui sont des problèmes un peu techniques. On n'a plus le temps de faire des primaires en interne, mais je pense qu'il faut régler ces difficultés. Et je vous le disais, l'exécutif prépare le budget 2015 du département et c'est une nouvelle hausse d'impôts qui va frapper les Tourangeaux, les propriétaires seulement, hausse de 1,5% du foncier bâti. L'opposition accuse la gauche d'avoir comme seul recours la hausse de la fiscalité. Sabrina Meloult. On récompense ceux qui tapent dur, c'est bien de chez vous ça quand même. Plus on fait payer d'impôts, et bravo, on va vous donner plus d'argent. Des chiffres têtus. Voilà l'expression précisément employée par le représentant des maires du département. Dans le camp de l'opposition, on reproche au président d'augmenter encore une fois la fiscalité et de réduire de façon inquiétante les investissements. À travers cette analyse budgétaire, dans 2 ans, il faudra payer le fonctionnement du Conseil général par emprunt. C'est ça les vrais défis. Et je suis très en colère sur une logique. Lorsqu'on contrôle un budget, il y a 2 moyens pour contrôler un budget. Soit on contrôle les dépenses et on n'augmente pas les impôts. C'est une logique de bon gestionnaire. Et aujourd'hui, on n'est pas dans cette logique. Votre bilan, c'est du jamais vu. Une augmentation continue des impôts pendant 7 ans de suite. Comme le fait tous les jours le gouvernement, vous démontrez ici aussi que le socialisme, c'est l'impôt. Jean-Gérard Pommier, qui vise le fauteuil du président,
a le verbe tranchant sur le bilan de Frédéric Thomas. Des partenariats publics-privés funestes, dit-il, pour les collèges. Il dénonce également la lourdeur de la politique de l'impôt. Mais Frédéric Thomas se défend et insiste. L'augmentation fiscale de 1,5% sur le foncier bâti n'a pas le sens que l'opposition souhaite lui donner. Le travail que nous faisons sur l'économie, que ce n'est pas le temps des élections qui nous empêche d'agir. Quand on augmente la fiscalité, d'abord c'est l'impôt foncier qui pèse sur les propriétaires, pas sur les locataires. Et je ne dis pas par là que les propriétaires sont riches, mais ça pèse, je tenais à faire cette précision. Eh bien, aujourd'hui, on a la compétence de l'APA, l'aide des personnes âgées à domicile, en établissement. On a aussi la prestation de compensation du handicap, la protection de l'enfance. Maintenir une structure financière saine au Conseil général sans augmenter la dette, parce que la dette, ce sont des impôts de demain. Maîtriser les dépenses de fonctionnement et ne pas trop briser l'épargne, qui est la capacité à investir sans emprunter. Des orientations budgétaires difficiles à mener. Dans un contexte national parfois funeste, Frédéric Thomas compte sur certains de ses appuis, comme Nicolas Gautreau, mais fait face dans le même temps au désaccord affiché de Claude Roiron, un président qui doit tenir le cap dans une période fragile, à 4 mois des échéances électorales. En bref, les partisans de Christophe Rossignol reculent dans les instances représentatives d'Europe Écologie Les Verts en Indre-et-Loire. Les Verts qui désignaient leur bureau politique hier soir, exception faite de la zone d'Amboise. La motion pour faire simple, des partisans de François Lafourcade & Co, dont Emmanuel Denis, a remporté 20 sièges. Celle des partisans de Christophe Rossignol, 4 sièges. La guerre interne chez Europe Écologie Les Verts avait atteint son paroxysme lors de la préparation des dernières municipales. Voilà ce qu'on pouvait donc dire sur la politique ce soir. Ce week-end, un événement à Tours. Il a débuté aujourd'hui. Il s'agit de Ferme Expo, 9e édition cette année. 200 exposants réunis au Parc Expo, plus de 600 animaux jusqu'à dimanche soir. C'est un grand rendez-vous pour les professionnels, mais aussi pour le grand public. On retrouve sur place Anaïs Michaud qui est avec Thomas Blanc. Anaïs, qu'avez-vous observé aujourd'hui dans les allées du Parc Expo de Tours ? Alors effectivement, c'est la fin de la première journée de cette Ferme Expo. Alors aujourd'hui, on a vu beaucoup de scolaires, à peu près entre 2 et 3 000 scolaires, c'est la journée des scolaires. Bien sûr, beaucoup de professionnels. On a vu Jean Germain aussi qui est passé ici il y a 5-10 minutes. Ici, on se trouve en fait à la mini-ferme. C'est un espace en fait qui est géré par les jeunes agriculteurs qui ont tout installé. Je me trouve en présence de Pierre Flamand, qui est donc membre des Jeunes Agriculteurs 37. Expliquez-nous un petit peu le principe de cette mini-ferme. Alors cette mini-ferme a vu le jour avec Ferme Expo. Au départ, c'est pas notre métier, on est agriculteurs avant tout, ce sont des jeunes agriculteurs, on n'est pas communicants. On nous a demandé d'accueillir des écoles et on ne savait pas très bien comment faire. Mais qui mieux qu'un agriculteur et qu'un jeune agriculteur peut communiquer sa passion aux enfants. Donc on a mis un jeune agriculteur en présence d'une classe. Et on a regardé ce qui se passait. Et on s'est aperçu que d'abord, il y avait une méconnaissance du métier de l'agriculture des enfants, qu'on confondait la retraite et la traite des vaches, qu'on confondait les céréales. Les céréales étaient plus choc à pic que blé et maïs. Et ça nous a tout d'abord un peu déstabilisés, mais ensuite on a rapidement eu un véritable plaisir d'échanger avec ces enfants qui avaient plein de questions et un véritable intérêt pour l'agriculture. Alors je vous ai parlé des céréales, mais il y a bien entendu les animaux que les enfants découvrent, parce que les chèvres, les moutons, les vaches, sont souvent présents dans les livres d'histoire et les livres d'images, mais les voir en vrai, pouvoir les toucher, pouvoir les caresser, c'est une expérience que les enfants aiment beaucoup. Alors là justement, on a tous les animaux autour de nous, ça a un côté très ludique forcément pour les enfants. Malgré tout, il y a quand même un contexte pour vous qui est particulier. Début novembre, vous étiez en manifestation, on le sait tous, vous avez déversé du fumier en ville, c'est quelque chose qui marque les esprits. C'est quoi ce contexte-là ? Alors effectivement, autant on a un immense plaisir à rencontrer les enfants et à leur faire partager notre passion, parce que c'est un métier de passion, et quand on est jeune et qu'on s'installe, on est vraiment passionné, on aime notre métier.
Après, on a un métier qui a ses propres contraintes, à savoir, bon voilà, on connaît tous les contraintes météorologiques, des contraintes de marché, parce qu'effectivement, une fois qu'on a produit, il faut vendre notre production. Et là, on manifestait contre des contraintes administratives, à savoir que c'est extrêmement compliqué. Une exploitation agricole, c'est une entreprise, et c'est extrêmement compliqué de s'adapter aux contraintes qui changent tous les mois, régulièrement, sans crier gare. On ne sait plus tellement ce qu'il faut faire si on est dans la législation. On a une espèce d'insécurité juridique, tant au niveau social pour ceux qui ont des salariés qu'au niveau environnemental pour ceux qui utilisent des pesticides, au niveau élevage pour ceux qui utilisent du fumier. Là, vous avez mentionné le fumier. Il faut savoir qu'on avait une opération fumier. Le fumier aujourd'hui, même si ça a été une opération choc, est réutilisé par la ville de Tours pour remettre dans les fleurs. Donc les Tourangeaux, les habitants de Tours, les Turons auront des belles fleurs l'année prochaine, j'espère. Et puis ce week-end, donc, vous allez amuser la galerie avec toutes ces animations et puis montrer aux enfants ce que c'est ce monde de l'agriculture. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Flamand. À bientôt. Oui, à bientôt. Et puis on va retrouver aussi une autre personne emblématique en fait de cette Ferme Expo, parce que c'est Ferme Expo, mais c'est aussi Saveurs au Centre. Alors au niveau gastronomie, on retrouve au village gastronomique un lauréat, le lauréat du trophée de l'innovation, pour son boudin blanc à la carpe. Il s'agit de Bernard Baucher. Voilà, on va retrouver Bernard Baucher. Bonjour Monsieur Baucher. Bonjour à tous. Alors on voit qu'il y a une bonne ambiance d'abord dans cette Ferme Expo. Une très bonne ambiance. Moi, ça fait depuis que le Ferme Expo existe, je suis toujours présent en tant qu'exposant ou donc président de la Fédération des charcutiers. Donc pour moi, c'est une très bonne ambiance. On rencontre, de toute façon, le monde de l'agriculture, c'est notre maillon, parce que sans les agriculteurs, on ne pourrait rien faire. Donc pour moi, c'est quand même le début de notre activité, donc le porc, et puis aujourd'hui, le poisson, parce que on est là pour parler du boudin blanc de carpe, donc voilà. Justement, vous pouvez nous expliquer l'histoire de cette recette retrouvée? Donc l'histoire de cette recette retrouvée, c'est parce que moi, étant président de la Fédération des charcutiers du 37 et de la région centre, dans le 41, le président a arrêté et il n'y avait personne pour reprendre cette présidence. Donc mon président national de la Confédération nationale m'a dit on ne peut pas laisser tomber ce département, il faut quelqu'un. Donc j'ai repris le 41 et quand on m'a remis tous les dossiers du 41, je me suis retrouvé avec cette recette qui a été déposée à l'INPI entre 15 et 20 ans. Je me suis dit tiens, c'est bizarre quand même cette recette du boudin blanc de carpe, la Sologne, la Brenne, les carpes, la région. J'ai dit il faut qu'on travaille dessus et on s'est mobilisé 5-6 collègues pour refabriquer un petit peu ce produit à base de cette recette. On a un petit peu au départ, on a fait plusieurs fois les tests parce que il fallait adapter cette recette et on s'est retrouvé avec cette recette et qui en plus était quelque chose de super. On s'est dit il faut fabriquer, il faut que les charcutiers s'investissent pour fabriquer ce produit. Et après... Vous pouvez juste nous montrer un petit peu et nous expliquer ce qu'il y a dedans, parce que c'est des produits locaux, si j'ai bien compris. Voilà, c'est fabriqué à base de carpe de la Brenne ou de la Sologne. Pour l'instant, on a un fournisseur sur la Brenne, mais pourquoi pas demain un fournisseur sur la Sologne. Donc c'est à base de carpe, donc de filet de carpe, qui est désarrêté. Donc la base, c'est 3 kg de filet de carpe, 500 g de porc, donc très peu de porc, 1,5 litre de lait. Donc on a favorisé là aussi le lait de Verneuil, bien sûr, on reste régional. Et après, c'est la fabrication de boudin blanc. Donc on fait une émulsion de boudin blanc haché plus ou moins fin, parce que suivant les charcutiers hachent leur boudin blanc. Et après une cuisson de 20 minutes comme le boudin blanc normal. On va garder le secret de fabrication quand même. Le but, c'est pas qu'on vous pique la recette. Non, de toute façon, vous savez, moi, la recette, je pense qu'aujourd'hui, elle est ouverte à tous les charcutiers de l'Indre-et-Loire et du 41 pour l'instant, et pourquoi pas de la région.
région centre, hein, parce que bon, la région centre, je pense, peut en bénéficier aussi. Et, Très bien. Et donc du coup, ça c'est en vente dans pas mal de traiteurs et de charcutiers du département. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, félicitations pour votre prix. merci. Et puis du coup, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Et donc Ferme Expo, c'est jusqu'à dimanche soir et vous pouvez venir en profiter, que vous soyez professionnel ou comme vous l'avez vu, en famille avec les enfants. Merci beaucoup Anaïs Michaud en direct du Parc Expo de Tours. Un mot de sport pour vous dire que le Tours FC joue dimanche en Coupe de France, match contre Saran, une équipe de division d'honneur. De l'eau a coulé sous les ponts depuis qu'il a quitté la présidence du Tours FC. C'était dans les années 60, on ne le sait pas forcément. Jean Savoie, conseiller général sortant d'Indre-et-Loire, mais surtout le deuxième plus vieux maire de France, a été président du club. Il est l'invité ce mois-ci dans Privé. On a donc parlé avec lui un peu de foot. Extrait. Pourquoi j'ai quitté le football? Parce que ça commençait à devenir des semi-professionnels, amateurs pour le football, professionnels pour le pognon. Et donc là, du coup, aujourd'hui, vous ne suivez plus trop les résultats du Tours FC, la situation en ce moment? Non. Je dis que Tours n'aura jamais une équipe de première division. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un partenariat de sponsors suffisant pour asseoir une équipe de football. Jean Savoie qui se livre pendant 13 minutes également sur sa carrière politique, sur les personnalités politiques de Touraine. C'est à voir donc ce soir en première diffusion sur TV Tours à 19h15, 20h15 et 23h. On reçoit dans un instant Christophe Boucher, le président de l'UDI. On va parler de ces élections qui se sont déroulées dans le parti et qui ont consacré Jean-Christophe Lagarde en tant que nouveau président du parti.